Voici les titres. Le monde célèbre ce vendredi le Mandela Day pour la première fois depuis la mort de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. Une journée déjà reconnue depuis 5 ans par l'ONU. Les Africains doivent s'inspirer de l'icône de la lutte contre l'apartheid pour résoudre les conflits qui minent le continent. Madiba est un exemple d'abnégation selon des personnalités et qui se sont réunies à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Passation de service ce vendredi après-midi au ministère de la Culture. Abdelaziz Mbaye passe le témoin à Manick Ndiaye dans une ambiance conviviale. Ce dernier s'inscrit dans une logique de continuité sur les chantiers de son prédécesseur. Et puis à Gaza, l'offensive terrestre d'Israël dure depuis 24 heures. La dernière tentative de négociation pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza s'est soldée par un échec. Après 10 jours de bombardement, le gouvernement israélien a ordonné à son armée de lancer des opérations sur le territoire palestinien. Et puis, vous aurez la page sportive de la grande édition. Elle vous sera présentée encore une fois par Amara Souma. Rebonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, Journée internationale Nelson Mandela. Le monde célèbre en 67 minutes les 60 années de lutte en faveur de la paix et de la liberté. Mandela en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté. Cette journée internationale est plus connue sous son nom anglais, Mandela Day, et existe depuis 2010. Il s'agit de consacrer 67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et le bien public. Ceci en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain. L'Assemblée générale des Nations unies veut ainsi que la journée soit l'occasion d'appeler le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres. En effet, c'était la consternation et la tristesse l'an dernier lorsque le monde a perdu l'un de ses plus grands dirigeants avec la disparition de Madiba. Aujourd'hui, 18 juillet, jour de son anniversaire à titre posthume, est l'occasion de nous remémorer de ce qui nous a légué. Selon Ban Ki-moon, le 18 juillet de chaque année, l'ONU se joint à la fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer ces 67 minutes de son temps à bien sûr aider les autres. Justement, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas dérogé à la règle. Elle a célébré également le Mandela Day, se servir de l'héritage de Nelson Mandela pour la résolution des conflits en Afrique. Tel est le thème de la conférence de ce vendredi, co-organisée par l'ambassade d'Afrique du Sud à Dakar, l'UCAD, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Les personnalités présentes à cette conférence pour toujours à la célébration de la journée internationale Nelson Mandela appelle à la solidarité, à l'action, surtout aux actions. Compte rendu Sorna Diarumpa. Se servir de l'héritage de Nelson Mandela est le thème d'une conférence publique organisée à son honneur. Dr Ibrahim Sall, secrétaire général Codesria, trouve que c'est une bonne initiative. Il va falloir qu'on arrive à savoir nous réconcilier sur l'essentiel, sur ce qui nous permet de vivre ensemble dans la dignité et dans le respect des uns et des autres. Ce qui nous permettra de nous atteler aux tâches fondamentales du développement. Quant à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Sénégal, il appelle à une union pour la résolution des conflits dans le continent. Il n'était pas seul dans son combat, il était avec un groupe dont l'ANC, donc c'est pourquoi il a pu réaliser de grandes choses. Nous aussi, nous devons faire de même, être unis, solidaires pour réaliser de grandes choses dans ce monde. Selon le mouvement des jeunes Madibaris, les étudiants doivent avoir comme référence Nelson Mandela. Nous nous sommes dit qu'il faut mobiliser la jeunesse autour des valeurs de Nelson Mandela pour servir l'humanité. Si nous, étudiants, nous voulons avoir une université paisible, sans conflit,
sans violence. Nous devons apprendre à négocier. Le 18 juillet 1918, les héros de la lutte anti-apartheid voyaient le jour. Nelson Mandela, une des grandes icônes du 19e siècle, un homme courageux, un leader, le premier président noir d'Afrique du Sud, fut éteint le 5 décembre 2013, mais restera présent à travers ses écrits et ses œuvres. Il faut apprendre notre histoire et tirer des leçons de Mandela. Tel est l'avis du professeur Diallo Diop qui soutient que l'union fait la force et qu'une bonne économie permet de constituer un pays. Le professeur revient sur l'historique de Nelson Mandela et évoque les problèmes du Mali et de la Centrafrique. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Sorna Diakhoumpa une fois de plus. Disons que Mandela est un exemple et une source d'inspiration, non pas seulement pour les peuples africains, en particulier la jeunesse africaine, mais pour le monde entier. Exemple de persévérance et d'endurance dans la résistance à l'oppression coloniale et raciste, ségrégationniste, mais aussi indulgence et humanisme envers les faiblesses humaines. Il y a une méthode Mandela. Et cette méthode consiste à être inflexible sur les enjeux fondamentaux, c'est-à-dire les enjeux de souveraineté, d'indépendance nationale, d'égalité en droit, de démocratie et d'unité. Le salut de l'Afrique ne viendra pas d'une quelconque puissance extra-africaine, bien au contraire. Je n'ai pas voulu être discourtois devant le représentant des Nations Unies qui était ici présent, mais je vous assure que le bilan des missions onusiennes sur notre continent, depuis la première au Congo, qui est à l'origine de l'assassinat de Lumumba, jusqu'à la dernière en Centrafrique, qui est en cours de constitution, sont des fiascos lamentables. Passation de service vendredi après-midi au ministère de la Culture. Après avoir remercié et félicité le nouveau ministre de la Culture, l'ex-patron du 3e étage du building administratif est revenu sur sa gestion à la tête de ce ministère. Une gestion très satisfaisante selon Abdoulaziz Mbaye. Nous l'écoutons au micro de Mohamedou Habib Seye. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Nous parlons de passation de service toujours. Le tout nouveau ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, compte continuer sur la même lancée que son prédécesseur afin de réussir sa mission. Il est au micro de Mohamedou Habib Seye toujours. Voilà, nous continuons, l'élément n'est pas en place, sûrement avant la fin de cette édition. Nous parlons du reportage destiné au mois de Ramadan, dur de trouver de quoi se mettre sous la dent le matin, notamment la baguette de pain qui coûte certainement quelques francs. Les chrétiens rencontrés se sentent déconsidérés en ce mois béni de Ramadan. Ils vivent un véritable calvaire. Du coup, certains d'entre eux font des acrobaties pour se procurer du pain, ou bien pire encore, ils se réveillent très tôt le matin où les jeûneurs s'adonnent au redes pour ne pas avoir les restes. D'autres font des kilomètres pour se restaurer à midi car les restaurants sont tout simplement fermés. Voici le cri du cœur de certains chrétiens. Trouver un endroit où se restaurer pendant le mois de Ramadan constitue un véritable calvaire pour ceux qui ne jeûnent pas, éventuellement les chrétiens, dans un pays comme le Sénégal à majorité musulmane. C'est juste la coutume. On a l'habitude de vivre les mêmes choses. Chaque année, c'est la même chose, mais on fait avec. Arrivé, on demande d'abord au boutiquier ce qu'il y a dans la boutique et on achète. On est obligé d'acheter ou bien c'est à prendre ou à laisser. Chaque année, c'est la même chose. On est obligé de vivre avec. C'est le Sénégal. C'est vrai qu'on est une minorité au Sénégal, mais on fait avec. On n'a pas, par exemple, le pain de la même qualité qu'on avait d'habitude. On n'a pas les mêmes choses qu'on a l'habitude de trouver au marché. Par exemple, les prix ont changé d'abord. Les gens ne viennent pas tôt. Même là, à côté là où on vend, la restauratrice ne vend plus. On est obligé, par exemple, nous qui travaillons à côté, de rester toute une journée sans manger, ou bien de
repartir à la maison, demander à nos parents de faire quelque chose pour nous à midi. C'est pas facile, mais nous nous adaptons et nous communions avec nos frères musulmans. Nous sommes sénégalais et nous sommes nés dans ce pays. Donc nous sommes habitués à cela. Donc quand ça se passe, nous savons que ce sont nos frères musulmans qui font un ramadan. Donc nous sommes ensemble avec eux. Les fidèles chrétiens déplorent aussi la flambée des prix notés durant les événements religieux au Sénégal, particulièrement durant le mois béni de Ramadan, et appellent leurs frères à s'impliquer davantage dans le secteur de la restauration pour leur permettre de vivre avec facilité le carême musulman. La qualité du pain et la flambée des prix et certaines choses qu'on note au niveau du secteur marchand. Et nous pensons que, bon, il faut faire avec ces un mois, ce n'est pas beaucoup. Donc il faut se sacrifier, nous participons, c'est l'effort du Ramadan pour nous chrétiens. Les désagréments, il faut s'adapter. Je donne un exemple, la flambée des prix. Bon, c'est aussi, il faut que l'État prenne des dispositions, qu'il y ait une commission de régulation des prix. Les chrétiens ne sont pas beaucoup impliqués dans les restaurants, dans le secteur marchand. Et ça pose un petit problème, mais si nous sommes dans nos maisons, nous mangeons. Mais si peut-être au niveau des bureaux, oui, peut-être ça pose problème, mais à la maison, on mange à l'heure. Donc il n'y a pas de changement notable. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent durant cette période, les fidèles chrétiens soutiennent leurs frères musulmans avec qui ils entretiennent de bons rapports en s'adaptant à la situation qui ne dure que 30 jours. Je vous le disais tout à l'heure, le tout nouveau ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, compte continuer sur la même lancée que son prédécesseur afin de réussir sa mission. Il est au micro de Mohamed Habib Sey. Pour l'acteur culturel que je suis et que M. le ministre Abdoul Aziz Mbaye vient de décrire, mais pour un serviteur de la nation sénégalaise. Tout à l'heure, nous avons passé en revue l'ensemble des documents, l'ensemble des problèmes du secteur. Vous me permettrez de ne pas m'y aventurer trop longtemps, puisqu'il faudrait que nous puissions les maîtriser. Et tout au long de mon séjour au niveau de ce ministère, nous allons essayer ensemble, vous, acteurs de la communication, et nous, travailleurs du secteur, de bien communiquer, de très bien communiquer. Les chantiers sont vastes, nous les avons passés en revue, mais permettez-moi de mieux m'imprégner de ces différents chantiers. C'est pourquoi je voudrais remercier très sincèrement M. le ministre sortant qui a fait faire à la culture un bon significatif. Ils sont très jeunes, mais ils savent déjà ce qu'ils veulent devenir. Les enfants pensionnaires du préscolaire Les Lianes, regroupés en camp de vacances, ont tenu à visiter les locaux de la chaîne sénégalaise. Ces enfants, ravis de mettre leurs pieds pour la première fois dans une chaîne de télévision, et la plupart d'entre eux disent vouloir devenir journalistes ou animateurs. L'élément n'est pas en place. Nous allons certainement y revenir avant la fin de cette édition. Et sur l'international, dominé par des sujets économiques, la visite de François Hollande en Côte d'Ivoire ce jeudi a été aussi marquée par sa rencontre avec les partis de l'opposition en début de soirée, dont un tête-à-tête de 15 minutes avec le FPI. Après la Côte d'Ivoire, le président Hollande se rend au Niger et au Tchad, où il sera question du nouveau dispositif français de lutte antiterroriste au Sahel. L'accueil réservé au président français à son arrivée à l'aéroport de la capitale économique ivoirienne a été chaleureux. Le chef de l'État français compte sur ce déplacement pour conforter la place des nombreuses entreprises françaises implantées en Côte d'Ivoire, dont la France est le premier partenaire commercial. Mais lors de sa conférence de presse avec le président Ouattara, François Hollande a aussi évoqué la réconciliation politique et il a montré en exemple la Côte d'Ivoire
souhaite que beaucoup de pays d'Afrique organisent à leur tour des élections apaisées et pleinement démocratiques. Malgré la satisfaction exprimée par le chef de l'État français sur la manière dont la Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Ouattara, a réussi à se redresser 3 ans après une violente crise qui a fait officiellement 3000 morts, François Hollande a maintenu une rencontre avec l'opposition ivoirienne en général et en particulier un tête-à-tête avec le président du FPI, l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Une incongruité lors d'une visite officielle, mais une façon aussi pour le président français de faire pression sur le pouvoir pour qu'il ouvre le jeu démocratique, mais ce n'est pas pour autant une victoire pour le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après la Côte d'Ivoire, le président français compte se rendre au Niger puis au Tchad, où il sera question du nouveau dispositif français de lutte antiterroriste au Sahel. Toujours pas de cessez-le-feu au Proche-Orient, alors que des négociations se tenaient ce jeudi pour trouver un accord en vain. L'armée israélienne a lancé une vaste opération terrestre dans la bande de Gaza, ordonnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le bilan s'alourdit en heure. Côté palestinien, un soldat israélien a été tué. Les hostilités entre Israël et le Hamas ont repris jeudi après une trêve humanitaire de 5 heures. Les bombardements israéliens ont fait plusieurs victimes, dont des enfants, à Gaza, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné l'ordre de lancer une opération terrestre dont la mission est de détruire les tunnels, dits tunnels terroristes, qui traversent la frontière entre Israël et Gaza. Israël et le mouvement Hamas ont trouvé un accord pour un cessez-le-feu à Gaza à compter de ce vendredi, selon un responsable israélien sous couvert de l'anonymat. Mais l'organisation palestinienne a démenti, assurant qu'il n'y avait pas d'accord mais des efforts en cours. Cette opération terrestre sur la bande de Gaza intervient après 10 jours de raid ayant fait au moins 237 morts, a annoncé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tandis que le porte-parole de l'armée israélienne, Moti Almoz, affirmait que de nouveaux réservistes seront mobilisés. Israël va payer un prix élevé après avoir lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza, a affirmé jeudi soir le mouvement islamiste Hamas qui contrôle le territoire palestinien. À la une de l'actualité internationale, également cet avion de ligne malaisien qui a disparu des radars à 10 000 mètres d'altitude dans l'est de l'Ukraine, puis s'est écrasé dans la région de Donetsk. Plus de 3000 personnes auraient trouvé la mort lors de cette catastrophe. Les autorités ukrainiennes et séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de cette catastrophe. Selon un responsable américain, les analystes du renseignement américain croient fortement qu'un missile sol-air a abattu le vol MH17 de la Malaysia Airlines. Ils sont en train d'examiner les données afin de déterminer si le missile a été tiré par les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, les soldats russes de l'autre côté de la frontière ou les forces gouvernementales ukrainiennes, a-t-il ajouté. Le vice-président américain Joe Biden a en même temps expliqué que cette hypothèse était la plus vraisemblable, bien que les États-Unis ne soit pas encore absolument certain. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé dans la soirée que l'Ukraine porte la responsabilité de cette terrible tragédie. Cette tragédie n'aurait pas eu lieu si la paix régnait dans ce pays, si les opérations militaires n'avaient pas repris dans le sud-est de l'Ukraine, a poursuivi le président russe. Les forces russes et ukrainiennes possèdent toutes deux des variantes du système de missiles sol-air de moyenne portée, dont les SA-11 et SA-17, capables d'atteindre les cibles à une altitude de 25 km. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines volait à environ 10 km d'altitude, trop haut pour les systèmes portables. L'avion MH17 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur avec 298 personnes à bord, a disparu des radars à 10 000 mètres d'altitude et s'est écrasé près de la ville de Chertarsk, non loin de la frontière russe, dans une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Côté réaction, sachez que le président américain a déclaré que l'avion avait été abattu par un missile tiré d'un secteur contrôlé par les rebelles pro-russes. Barack Obama a de nouveau accusé la Russie de fournir les séparatistes pro-russes en armes lourdes et anti-aériennes et appelle Moscou, Kiev et les insurgés à mettre en œuvre immédiatement un cessez-le-feu.
Et puis nous en venons à la page sportive de la grande édition avant de la boucler. Bonjour amis sportifs, nous débutons cette page sportive par le football. La 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se jouera au Togo du 22 au 29 novembre prochain, a annoncé la Fédération togolaise de football sur son site internet. Le Sénégal, qui prendra part à cette compétition sous-régionale, connaîtra ses adversaires le 27 septembre prochain lors du tirage au sort prévu. Football toujours, Philippe Lam, toujours champion du monde avec l'Allemagne au Brésil, a décidé de mettre fin à sa carrière en sélection. Le capitaine de la nationale Mannschaft précise toutefois qu'il poursuivra sa carrière en club avec le champion d'Allemagne en titre Bayern Munich, avec qui il est en contrat jusqu'en 2018. Lorsque la politique s'invite dans le sport, l'Union européenne de football amateur, UEFA, prend ses responsabilités en interdisant des rencontres de football entre la Russie et l'Ukraine, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Europa League et même entre les deux sélections nationales, tant que des tensions existeront entre les deux pays sur le plan politique. C'est dans cette même optique que l'instance européenne de football, dans son panel d'urgence, a décidé qu'Israël n'abritera plus sur son sol des compétitions de Ligue des Champions et d'Europa League jusqu'à nouvel ordre, étant donné la situation conflictuelle actuelle entre ce pays et le mouvement palestinien du Hamas. Israël pourra toutefois choisir les pays qui pourraient abriter ces matchs à domicile en Ligue des Champions ou en Europa League. L'État hébreu devrait en principe disputer les compétitions de la zone Asie, mais pour des raisons diplomatiques, l'UEFA a autorisé Israël à disputer celles de l'Europe. Football toujours, mais cette fois-ci humanitaire. Mesut Ozil, nouvellement champion du monde avec l'Allemagne au Brésil, a décidé de payer l'opération de 23 jeunes Brésiliens pour remercier les Brésiliens de leur hospitalité, dit-il. Terminons cette page sportive par le cyclisme. La 13e étape du Tour de France 2014 a été remportée par l'Italien Vincenzo Nibali, déjà maillot jaune. Celui que l'on surnomme le requin des Messines accentue son avance au classement général après cette nouvelle victoire. Amis sportifs, c'est tout pour votre page sport. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne sénégalaise. Merci Amara, si c'est la fin de cette édition, que nous nous excusons pour les quelques problèmes techniques que nous avons eu à rencontrer. Merci quand même de votre fidélité. Au revoir et bonsoir.